Tata, nous voilà déjà en février, en vacances de carnaval pour certains d'entre vous. Bientôt les jours gras, d'ailleurs, pour ceux qui aiment profiter du carnaval. Et le carnaval, nous allons l'évoquer avec notre invité. Mais nous allons surtout retracer un parcours jalonné d'initiatives et d'innovations, avec comme fil conducteur la formation, les relations humaines et le patrimoine. Bonsoir Betty Réjon. Bonsoir Jean-Marc. Ça va? Très bien. Anne-Elisabeth, je précise que ce sont tes vrais prénoms. Non, c'est mon vrai prénom. Ton vrai prénom, ouais. j'ai dit Anne-Elisabeth. Mais c'est un prénom avec composé. un trait d'union. Voilà, c'est ça. Tes parents avaient jeté un petit coup d'œil du côté du royaume d'Angleterre. Peut-être. Mais enfin, pour la petite histoire, c'est mon père. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Enfin, à l'époque, comme dirait mon fils. On avait la surprise à la naissance. On avait la surprise à la naissance. Et mon père était sûr qu'il aurait eu une fille parce qu'il avait déjà eu des garçons. Et il voulait absolument une fille. Donc, du coup, il a mis deux prénoms. Non, mais en fait, il a creusé, il a trouvé ça très bien. Il avait le choix entre Anne et Elisabeth, et finalement, il a voulu choisir les deux. Donc, Mais en fait, on t'appelle Betty depuis très longtemps. Bah, écoute, quand je suis née, il m'a surnommée Betty. Donc, voilà. Bon. Alors, tu es chef d'entreprise. Oui. Tu l'as été dans des domaines variés. Tout à fait. Tu as, depuis 3 ans, tu es revenu en fait à ton domaine d'activité de départ, 4 ans, la formation. C'est ça. Nous allons en reparler. Est-ce qu'on peut dire que ton credo en matière de formation, c'est, j'en parle un petit peu au début, c'est innovation et originalité? Oui, tout à fait. Innovation, originalité, et puis évidemment, il faut que ça réponde aux besoins. Voilà, c'est ça, oui. Innovation et originalité, absolument. Bon, on va découvrir comment était Anne-Elisabeth Betty. Au début, c'est Kimounouye. Alors Betty Réjon, donc on va découvrir la première photo dans un petit moment. D'accord. Mais avant ça, dis-nous qui tu es. Je suis donc Betty pour tout le monde, Anne-Elisabeth. Je suis maman d'un petit garçon, enfin d'un grand garçon, pardon, désolée, de bientôt 19 ans. Je l'appelle mon bébé, mon petit garçon, donc voilà. J'ai 55 ans, je n'ai pas peur de le dire. Je suis chef d'entreprise, effectivement, et j'aime la vie. Je mange tous les jours, chaque seconde de ma vie. Alors, pas forcément des aliments, tu manges, tu profites, tu veux dire. Mais alors, je suis une grosse vorace. Ouais, gourmande. D'ailleurs, on verra que gourmande, effectivement, tu en as fait aussi à un moment donné ton métier. Absolument. Qu'est-ce que tu dirais si tu devais parler de tes traits de caractère en quelques mots? Alors, je crois que ce qui me caractérise, c'est la résilience. Voilà. Oui, on va voir qu'effectivement, tu as eu un parcours qui a été jalonné de quelques embûches. C'est ça. Donc, je suis résiliente, j'aime les gens, j'aime profondément mon prochain, au sens général du terme, absolument pas religieux ni spirituel. C'est pour ça que je parle des relations humaines. C'est ça. J'aime découvrir l'autre, et puis j'aime me découvrir aussi à travers l'autre. Ça, c'est important pour moi. Alors, la première photo que tu as choisie est originale. Je crois que c'est la première fois qu'on choisit un baiser comme photo d'ouverture. Alors, raconte-nous. Mon papa et ma maman. En fait, cette photo-là, donc mon père s'appelait Auguste. Donc, quand je parle de lui, je parle de mon Auguste père, parce que c'était quelqu'un de grand, c'est un roi. Pour moi et puis pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, quand il est décédé, il y a eu un article dans la presse locale et le titre de l'article, c'était « Un bon samaritain nous a quittés ». Donc, c'était quelqu'un d'excessivement empathique. Originaire de Sainte-Marie, c'est ça? Non, ou bon samaritain, ça n'a rien à voir avec la ville. Non, il est trinité, les régions sont de Trinité. Voilà, c'est ça. Et donc, il aidait les autres, il aidait. Et puis voilà, et puis ma maman. Alors, ils se connaissent depuis qu'ils ont 16 et 17 ans. Ouais. Et cette photo, pour moi, traduit absolument l'ambiance dans laquelle on a vécu, mes frères et moi, jusqu'au départ de papa, il y a 18 ans. C'était des gens qui étaient profondément amoureux l'un de l'autre. Et en permanence, ils se montraient ce genre de gestes d'affection. Et je crois qu'aujourd'hui, si mes frères et moi sommes comme nous sommes, c'est parce que nos parents nous ont
prodigué beaucoup d'amour et ils nous ont montré de l'amour, en fait. Et puis Betty, ben, finalement, ton père a un peu inventé le selfie avant l'heure. On voit Exact. qu'il est devant le miroir avec son appareil photo. Voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule de ce genre que l'on a à la maison. Mais on fait, bon, celle-là nous plaît à mes frères et à moi et vraiment, elle est très belle. Alors, à une époque où il n'y avait pas énormément de possibilités de faire des photos, ils en ont fait beaucoup. Il y a même eu une série Photomaton. Oui, exactement, des photomatons. Alors là, ils étaient en France. À l'époque, ma mère faisait pharmacie, mon père médecine. Mon frère Seigno avait 2 ans. Et je crois que l'année d'après, papa en a eu assez de la France. Parce que la mère lui manquait. Il a pris sa femme, son fils sous le bras et puis ils sont rentrés. Ils ont tout laissé chez les gens. Cette complicité, alors ton papa est décédé assez jeune. Oui, 63 ans. Voilà, et cette complicité, ils l'ont eu, tu l'auras connue toute la vie en fait, quasiment. Les rares disputes qu'on a entendues se terminaient toujours par des éclats de rire, par des taquineries de mon père, par des chansons. C'est-à-dire que on savait quand ils étaient un petit peu fâchés parce qu'ils s'envoyaient des messages, ils se lançaient des messages, ma mère chantait un truc, on se disait Mon père chantait autre chose. Tu sais, et ça c'était assez marrant, il était beau mon père. Alors on va retrouver maintenant la petite Betty. Avec ses lunettes de soleil. Les lunettes de ma tante, les lunettes de Tati Laure. Ouais. Tu es où là? Tu te souviens? Alors, on habitait à Dillon quand j'étais petite. Ça, c'est... je crois, alors, que c'était devant la porte de... Et voilà. Là, tu as quoi? Tu as à peine 2 ans, enfin 2 ans et demi, peut-être, un peu plus? Ah ouais, 2 ans et demi, 3 ans, je pense. Donc, petite, j'allais presque dire petite blondinette. Ouais, j'étais très, très, très chabine quand j'étais petite. Et puis comme là, tu as vu ma tête là? Mais comme ça. Jamais coiffée. Ouais. Sur la photo suivante, c'est un petit peu la même chose. Alors, tu es peut-être même un petit peu plus petite là. Oui, là, j'étais plus petite. Sur la véranda, qu'est-ce qui se passe? Tu es fâchée? Alors là, je ne sais pas où je suis par contre. Non, je ne sais pas. J'étais très gâtée en fait, donc peut-être un peu capricieuse, donc c'était certainement un caprice. Je ne sais pas. Ce qu'on n'a pas dit, on va le voir sur la photo suivante, c'est que tu as un grand frère. Alors j'avais 2 grands frères. J'avais 2 grands frères. Donc bon, l'aîné de mes frères est décédé aujourd'hui, donc il n'est pas sur les photos. Voilà. Donc là, nous sommes tous les 3. Donc l'aîné, le brun, c'est Seigno. Le petit chabin là, c'est David, et puis moi. Donc voilà, nous sommes tous les 3. Seigno, c'est l'aîné, moi la cadette. Et David, qui a 1 an de moins que moi. Donc vous avez été 4 et puis il y a eu un 5e qui est arrivé, c'est ça? Un 4e garçon? Ou... Alors un 4e garçon. Oui. Donc en fait, j'ai 4 frères. J'ai 4 frères, 2 aînés, 2 cadets. Je suis pile au milieu. Et puis ce petit frère qui arrive 20 ans après. Voilà, tout à fait. 20 ans après, donc... 20 ans après toi. 20 ans après moi et 19 ans après David. Il est arrivé... en fait, on ne l'attendait pas. Grâce à toi d'ailleurs. Nous les enfants, on ne l'attendait pas. Donc j'ai été étudiante à Barbade. Donc mes parents venaient me voir régulièrement et... Puis maman est rentrée avec Emmanuel. Le baiser, vous savez, le baiser du début, voilà. Donc Emmanuel est revenu de Barbade. Alors on va continuer l'album photo avec là en l'occurrence ton papa. Tu disais qu'il était passionné par la mer. Voilà la preuve. Ouais, alors donc ça c'est sur Chivas, son premier bateau, son premier voilier. Chivas. C'est pas un nom choisi par hasard. Non. Absolument pas. Alors mes parents sont des férus de la mer. Et d'ailleurs, ce sont des baroudeurs, hein, parce que ils aiment la mer, ils aiment la voile. Ils sont tous les deux allés main dans la main passer leur licence de voile. Et avant Chivas, le premier voyage en voilier que l'on a fait, c'était sur le Kiyomori. Le Kiyomori, c'était le voilier d'un ami à papa qui s'appelait Éric Voisin, justement. Et en fait, Kiyomori, en disant vite, c'est joli, hein, mais ça veut dire Kiyomori,
ça n'a pas qu'à faire moyen. Ça veut dire qu'il est mort, Oui. tellement le bateau était petit. Donc, pour se faire la main, Eric avait passé à papa son voilier, donc le Kiyomori, et on était allé à Sainte-Lucie. Et on arriva à Sainte-Lucie, les Sainte-Luciens nous ont dit « Eh ben, qui ça doit faire à ce petit bota pistache ?» Et donc après, donc, il a acquis le Chivas, et puis ça a été le début... de voyage. Il suivait la course du Rhum. Voilà, la route du Rhum. De la route du Rhum, pardon. Voilà. Donc c'était tout le temps en mer, quoi. Il a eu le temps de connaître le Tour des Yoles, ton papa. Ah ben, écoute, non seulement il a connu le Tour des Yoles, mais il s'est payé le luxe de décéder un jour de prologue. Ah oui, d'accord. Donc... Alors, tu as voulu qu'on diffuse 2 extraits musicaux. Il y en a un premier qu'on va entendre qui est lié justement à l'amour de ton père pour la mer et pour ta mère aussi, je crois. La moukoura est une cruche qu'on peut porter sur la tête. Attention, si tu trébuches, elle peut se casser, ma fillette. C'est ce que disait la maman de Conchita, la coquette, qui lui répondait: mais maman, c'est bien trop lourd pour ma tête. Fais-toi aider par Pepito. Disait maman Esposito. La moukoura de Conchita glissa et tomba par terre. Elle se fondit et Conchita pleura des larmes amères. Curieuse maman Esposito dit à sa fille: petite cruche, je t'avais bien prévenu, mais il a fallu que tu trébuches. Mais fais-toi aider par Pepito. Disait maman Esposito. Alors, dis-nous pourquoi Jacques Elian, la moukoura, c'est ça? La moukoura. Ouais. La moukoura. En fait, cette chanson a bercé mon enfance. C'est maman qui chantait ça. Elle chantait ça avec ses sœurs, enfin voilà. Et cette chanson, en fait, me rappelle non seulement mon enfance, mes parents, mais mes vacances au Robert. Je sais pas, je fais une espèce d'amalgame parce que donc ma mère est une demoiselle Hannibal, donc les Hannibal sont du Robert. Et pour moi, le Robert, c'est une deuxième patrie. Parce que j'y ai des souvenirs d'enfance, mais j'y ai également les souvenirs de mes parents, enfin de ma mère, de mon père également du reste, puisque à 16-17 ans, il allait embêter la dame. Trinité Robert, là, c'était pas trop loin. Voilà, dans sa maison. En fait, ma grand-mère maternelle, avec ses enfants, habitait Fort-de-France, et ils partaient en vacances au Robert. Voilà. Et nous aussi, on y va en vacances. Et donc, toute cette période... Ben, je m'en rappelle, la période de maman, de ses sœurs, je m'en rappelle parce que elle nous a raconté ça avec tellement de détails. Elle nous a tellement fait vivre tout ce qu'elle vivait quand elle était petite en vacances au Robert. Et nous, passant nos vacances au même endroit, on a toujours eu l'impression de marcher dans ses traces, dans leurs traces. Et comme on sait que papa et maman se voyaient aussi au Robert, hein, donc la mer, Jacques Elian, le bateau, le voilier, enfin voilà. Et d'ailleurs, on ne savait pas encore marcher, qu'on savait flotter. On était en couffin en bateau, enfin, c'est-à-dire que les baroudeurs nous emmenaient leurs couffins, leurs bébés partout avec eux. Voilà, c'était merveilleux. Alors, il y a eu aussi tes grands-mères dans ton itinéraire. On va commencer par la mère de ton papa. Maman Simone. Alors, maman Simone, c'est pas une grand-mère, hein, c'est une maman. On l'a jamais appelée mamie, on l'a appelée maman Simone. Et maman Simone, je me souviens, quand elle était en Martinique, elle se baladait avec sa ceinture autour du cou. Tellement on faisait des bêtises. Et puis elle foutait l'air. Parfois, on prenait de belles volées quand même. Mais c'est elle qui, par exemple, nous a fait découvrir les Philippos. Les gâteaux coco, les lochos. Quand elle allait au marché, elle nous ramenait toujours les gâteaux, les bonbons en temps longtemps. Ce qui c'était différent hein, des bonbons industriels. Mais maman Simone, c'était surtout celle autour de qui la famille se réunissait. Quand maman Simone arrivait... Pour des réunions familiales. Mais pour tout, il n'y avait pas de raison de se réunir. Il n'y avait aucune raison de se réunir. Et d'ailleurs, on est très, très, très nombreux et beaucoup de femmes. Mon père est celui qui a eu le plus de garçons.
Je suis minoritaire Ouais. dans ma fratrie, je suis la seule fille, mais les autres ont eu beaucoup de filles. J'ai beaucoup de cousines, j'ai des tantes, j'ai des grands-mères. Et ces femmes-là m'ont influencée. C'était vraiment des potomitans. Mes Ouais. deux grands-mères, hein, c'était vraiment des... Justement, on va voir ta deuxième grand-mère, la mère de ta maman, sur cette photo. Apparemment, elles sont sur un bateau. Alors, elles sont sur l'Escapade, le bateau du frère de maman, Paul Hannibal. Et on faisait donc une journée en famille. Donc, les dames étaient en robe, hein, tu as vu. Hein. Oui, absolument. Grand robe même, presque. Certaines dames étaient en robe, alors que les jeunes étaient de l'autre côté du bateau en maillot. Et voilà, donc c'est une des rares photos que j'ai de ma grand-mère maternelle parce qu'elle ne se montrait pas trop. Ouais. Et puis, c'est pas du tout non plus le même environnement. Ma grand-mère maternelle et ma grand-mère paternelle, elles s'entendaient très bien. Mais ma grand-mère maternelle était beaucoup plus axée sur les convenances, la Oui, bienséance, la façon de se tenir à table, son couteau, sa fourchette, croiser les jambes. Alors moi qui ai grandi parmi des garçons, Ouais. je jouais au football, je faisais Ouais. du vélo, je faisais des grilles dans les zouks. J'étais pas vraiment une jeune fille, voilà. Ouais. Je voulais faire du tambour, j'ai fait du piano. Enfin bon, voilà. On a aussi de très jolies photos de ta maman, qui était d'ailleurs une très jolie femme. Qui est toujours, une très jolie femme. magnifique, ma maman. On voit cette première photo avec, je dirais, presque un maquillage, un rouge à lèvres impeccable. Même Ah si ouais. la photo est en noir et blanc. Mais, Impeccable, ouais. Et puis sur la mode de l'époque, les sourcils fins là. Et sur la photo suivante aussi, on voit, alors sur les deux photos suivantes, j'ai voulu les mettre en vis-à-vis parce qu'il y a d'un côté la jeune femme, très sage, visiblement. Et Donc puis, à très côté, sage. voilà. Et puis à côté, alors c'est le carnaval et c'est aussi elle incarne là elle est déguisée en marchande. Ouais. Et je sais que le carnaval, on en parlait au tout début, j'en parlais au tout début, le carnaval, c'est un moment que tes parents appréciaient particulièrement. Alors, le carnaval, c'est une institution, c'est vrai. Donc, d'ailleurs, la grande robe en question, c'était pas une tenue de carnaval. Papa avait ramené des grandes robes, des vraies grandes robes, qu'il avait achetées au Robert. Une dame vendait les robes de sa maman et il les a ramenées à maman. Il ne savait pas quoi trop en faire, en fait. Et on a porté cette robe, si tu savais. Et donc en fait, oui, le carnaval, comme je disais, est une institution, mais on vivait au rythme des événements de la Martinique. Bon, le carnaval, tout le monde se déguisait. À Pâques, par exemple, c'est la période où il fait beau, où on peut aller en mer, tu vois. Absolument. Où on ouvrait la maison du Robert, où tout le monde y était. Enfin, tu vois, c'était ça. Et puis, grandes vacances, tour des Yoles. Ça, c'était, voilà. Surtout quand le tour passait au Robert et que UFR gagne. Bien sûr. Enfin, Bien sûr. comme d'habitude, voilà. On a aussi des téléspectateurs du François, donc on ne va pas trop insister. Je salue le François. Vous avez du mérite. Taquine en plus, oui. Voilà, donc maman, voilà, c'est ça. Donc maman, en fait, maman et papa avaient deux caractères totalement opposés. Mon père était populaire, il connaissait tout le monde. On ne faisait pas deux passes, il ne faisait pas ipso fait. Alors que ma mère, elle, a toujours été très discrète, très réservée et son volcan, son cyclone de Marie l'a bousculé un peu. Et là, cette photo du carnaval, c'était avec Recherche et Tradition. Oui, tout à fait. De Madame Siché. De Madame Siché, donc sa cousine. Ouais. Et d'ailleurs, Marilyn et ses sœurs Nathalie et Valérie ont repris l'association. Et donc chaque année, mes parents étaient avec avec Georges Psyché au carnaval. Voilà. Alors ta maman était discrète, mais elle avait de temps en temps des fous rires, comme on va le voir sur la photo suivante. Ah oui. Alors ça, c'est aussi ce qui nous caractérise. Alors je précise qu'elle est de face, hein, mais bon. Voilà, elle est de face noir. et de profil, c'est Tati Laure. Alors Tati Laure aussi alors quand les lunettes, c'était les lunettes de Tati Laure. J'étais tout le temps fourrée dans les jupes de Tati Laure. Voilà, c'est la petite sœur de papa. Et là, c'était au mariage de mon frère David, son second mariage. Et mais en fait, on rigole tout le temps dans la famille. On se moque de nous, on pratique l'autodérision en permanence.
Et tout est prétexte au fou rire. Et même dans les moments malheureux, tristes, il y a des éclats de rire peuvent fuser, quoi. Ouais. On va terminer la séquence Kimono avec une vidéo, le deuxième extrait musical. Oui. Tu as des goûts aussi parfois classiques, hein, pas que du Luis Mariano ou du Jacques Elian, comme tout à l'heure. Oui. On écoute, c'est Stéphane Grappelli. Alors Betty, pourquoi Stéphane Grappelli? Parce que papa et maman. Alors Stéphane Grappelli, en fait, quand j'étais petite, le dimanche, tu sais, le dimanche, c'était à l'époque, dans nos familles, les familles martiniquaises, c'était particulier. Il y avait le repas du dimanche, tu sais, entrée plat dessert. On avait le temps. Ou l'après-midi, il y avait le gâteau, pendant le western, la glace. Eh ben, le dimanche matin, chez moi, mes parents écoutaient de la musique. Et ils avaient des goûts très éclectiques. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jazz à la radio. On n'écoutait pas beaucoup le jazz. C'était pas très couru comme style musical. Et Stéphane Grappelli à BRC, le dimanche matin, on n'y met pas trop, j'avoue. On préférait qu'il mette mal à voix. C'était un petit peu plus zoukan. Mais malgré tout, ça nous a quand même ouvert une certaine culture musicale. Et aujourd'hui, j'avoue que j'ai des goûts très éclectiques en termes musicaux. Et même le chata, en fait. Donc tout. Dès lors que c'est beau, que ce n'est pas vulgaire, je prends. Mais on va parler maintenant de ton parcours professionnel. Oui. C'est Martinique. Alors Betty, tu as dit tout à l'heure que tu as fait une partie de tes études à Barbade. Qu'est-ce que tu faisais à Barbade? J'apprenais l'anglais, je faisais du surf. Tu as fait un TOEIC, c'est comme ça qu'on disait à l'époque? TOEFL. TOEFL, d'accord. TOEFL, et puis je suis aussi allée à UWI, University of the West Indies. Pas longtemps, je suis rentrée. Donc voilà. Et puis il y a eu un établissement où nous nous sommes rencontrés. D'ailleurs, j'avais la chance d'être à ce moment-là enseignant professionnel en communication. Absolument. La MEP, alors à l'époque, le premier bâtiment n'existait pas encore. Il a été construit entre-temps. Et donc à la MEP, tu as décidé d'apprendre la communication. Tout à fait. J'ai fait un BTS. On va voir d'ailleurs un petit référentiel très rapide, un résumé un peu de ce qu'était à l'époque le BTS Communication. Voilà, BTS Communication et Action Publicitaire. Oui, c'était le premier nom, effectivement. Communication et Action Publicitaire, à mon retour de Barbade. Qui est devenu Communication des entreprises par la suite. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, je voulais faire de la communication. Et mon père m'a dit, la communication, c'est un métier, ça? Je lui ai dit, bah ouais. Il m'a dit, mais quels sont les débouchés? Donc, je suis allée chercher les débouchés. Il m'a dit, ouais. Le BTS, c'est vraiment parce que tu as besoin d'aller vite. Je lui ai dit, il m'a dit, Tu n'as pas envie forcément de faire des études longues. Et pourtant, j'ai fait des études après. Donc, et le deal, c'était que effectivement, je fasse mon BTS, mais que je prépare également une licence de lettres modernes. Parce que pour lui, la licence, parce que mes parents étaient enseignants, donc du coup, voilà. Il fallait absolument que les études soient cadrées et puis répondre à un projet. Si je n'avais pas de projet, voilà, il fallait expliquer. Il payait tout ce qu'on voulait. Maintenant, il fallait que ça réponde à quelque chose. Et est-ce que le caractère pluridisciplinaire de cette formation t'a aidé par la suite à déterminer un petit peu tes choix, tes futurs projets professionnels? Ah, bien sûr, parce qu'après le BTS, je suis tout de suite rentrée à l'agence Cible et Médiane, avec Franck Zaméo, que je salue et que je remercie parce que c'est une expérience qui m'a énormément formée et surtout du point de vue de l'autonomie.
Franck est quelqu'un qui fait vraiment confiance à ses consultants. Bon, évidemment, hein, il faut lui montrer qu'on bosse. Hein. Et à son contact, j'ai beaucoup appris. Il m'a montré beaucoup de ficelles du métier, et notamment en matière de projets, de dossiers, etc. Ce qui m'a par la suite beaucoup aidé dans mon parcours. On salue Franck qui a par la suite laissé la place à sa fille, Tout à fait. Et qui aujourd'hui est administrateur à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Et puis il y a eu l'AFPA. Alors c'est un épisode qui a duré relativement longtemps, mais qui t'as pas forcément laissé que des bons souvenirs, on va dire ça comme alors, ça. Alors, l'AFPA, quand j'étais chef de pub, il y a eu donc la grève des banques, du commerce, etc. C'était en 80, je sais plus, 14... Oui, je me souviens pas, plutôt 95, 96. 95, 96, voilà, exactement. Donc, quand j'étais avec Franck, là, à Cibles et Médiane, j'étais donc consultante, je n'étais pas salariée. Et avec la grève, les annonceurs ont sacrifié le budget, donc il fallait quand même que je rebondisse. Donc, j'ai fait un petit remplacement, vite fait, à l'AFPA, en français et en anglais, tout ça, parce que, bon, voilà, l'enseignement, c'était pas mon truc, ça. Mes parents étaient enseignants, je les voyais bosser tout le temps, ça m'intéressait pas. Et figure-toi que je me suis vraiment prise au jeu parce que j'ai aimé ça. J'ai tout de suite aimé ça. Et puis, j'y suis restée plus de 20 ans. Hein. Ouais. Donc, tu as enseigné différentes matières, finalement? Alors, j'ai enseigné la communication. Enfin, j'ai formé en communication. J'intervenais sur toutes les formations, pratiquement toutes les formations de l'AFPA Martinique en transverse, sur tous les métiers. Donc, ce qui m'a demandé justement de connaître et de savoir lire un référentiel de formation. Et cette expérience m'a beaucoup servi. La lecture des différents référentiels, des différents objectifs pédagogiques, des différents objectifs opérationnels, comment adapter la communication à chaque métier, parce que effectivement, hein, la communication de façon absolue, de façon générique, bon voilà, ça reste un mot. Maintenant, comment on le valorise à travers une pratique professionnelle. Tu vois, c'était ça l'idée. Et tu as eu l'occasion de piloter certaines actions, comme par exemple le Salon du voyage et des vacances. Alors, j'ai essayé de faire le lien entre le Salon du voyage et des vacances, l'AFPA, la formation. Alors, en fait, par rapport à mon parcours, etc., à mon CV, souvent, l'AFPA me missionnait pour organiser leur participation à différents salons. Par exemple, on avait fait les 20 ans de la région. Ce salon a été un salon très marquant pour moi. C'est parce que l'AFPA était un satellite de la région qui est devenu ensuite l'IMFPA. C'est encore le cas aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et donc le salon du voyage et des vacances, ça a été un salon que j'ai beaucoup aimé parce que tout le monde avait joué le jeu. Les directeurs avaient joué le jeu. La déco était magnifique. On avait décoré le stand puisque voyage et vacances. Qu'est-ce que l'AFPA fait au milieu de voyage et des vacances? Pour présenter des formations autour du voyage, autour du tourisme, par exemple? Alors, plutôt autour du tourisme, puisque moi, j'étais basée à Pointe-de-Jam, qui faisait partie du pôle hôtellerie-restauration. Et tourisme, hôtellerie, restauration, etc. Et donc, salon du voyage et des vacances. Donc, on avait mis des feuilles de parterre, des cocotiers. Enfin, donc, en fait, il fallait attirer le visiteur parce que lui, il allait acheter du voyage et non de la formation. Bien sûr, bien sûr. On a vu d'ailleurs tout à l'heure la façade de l'hôtel-école de l'AFPA, école hôtelière, et qui aujourd'hui, je crois, a encore changé de nom, mais bon. Voilà. Et à l'AFPA, il y avait aussi de temps en temps des petits moments sympathiques, hein, de vrais moments de chaleur et d'humanité. Alors, cette dame-là, c'est une dame que j'aime beaucoup. C'est une de mes collègues, amie aujourd'hui, Ghislaine Gaubron, je peux dire son nom. Hein. Et en plus, bon, tu sais que j'aime le carnaval, hein, tout le monde le sait maintenant. Voilà. Et Ghislaine, elle disait, non, c'est le carnaval, on s'en fiche, il faut absolument qu'on marque le coup. On a un institut martiniquais avec des Martiniquais. On vient déguiser, quoi. On vient déguiser. Et effectivement, tout le monde fait. Et à la fin, le directeur aussi venait avec sa petite touche. Hein. Alors, je précise que Betty est en pantalon orange avec la perruque marron, la perruque noire, pardon. Oui, la perruque noire. J'étais en Angela Davis. Enfin, j'ai essayé.
Et puis après l'AFPA, tu as eu diverses expériences, diverses initiatives, et il y a eu notamment cette maison des gourmands. Alors raconte-nous. Alors, la maison des gourmands s'appelait au début Comme à la maison. Comme à la maison parce que, bon... Alors, en fait, quand l'AFPA a fermé, bon, Ouais. tous les Martiniquais savent Dans dans des quelles conditions assez dures pour les collaborateurs de l'AFPA à l'époque, hein, dont tu faisais Absolument, partie. dont je faisais partie. Il y a eu, on va dire clairement, il y a eu une grande charrette et plein de gens qui ont été licenciés. Plus de 150 familles, je voilà. dis. 150 personnes, mais ce sont des familles. Hein. Ouais. Il y a des couples qui travaillaient à l'AFPA. Bref. Donc, moi, je me suis quand même... j'ai accusé le coup. J'ai accusé le coup et je ne voulais plus du tout entendre parler de formation professionnelle. Ouais. Ça... Non, c'était trop douloureux. Donc, je me suis enfermée pratiquement une semaine hein, dans ma chambre à... C'était un deuil pour moi, en fait. Hein. J'avais perdu quelque chose. On m'avait amputé de quelque chose. Et puis, il fallait que je trouve comment rebondir. Et puis, si j'avais envie d'être salariée, si j'avais pas envie d'être salariée. Et puis, j'ai repensé à... Je me suis dit, mais non, écoute, c'est pas de ta responsabilité. Ils ont décidé... Les gens ont décidé de fermer l'AFPA. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Ouais. OK, on va pas parler formation professionnelle, mais... il faut faire quelque chose. Et puis, j'aime cuisiner. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit que j'ai raté ma vocation. J'aurais dû être chef, vraiment. Ouais. Et tu aimes aussi le service à la personne, enfin rendre service. Et en l'occurrence, là, tu alliais les deux. La cuisine et puis le portage de repas. Exactement. Donc, j'ai décidé avec un associé, j'ai un ami, David, qui est décédé, de monter la Maison des Gourmands. Ouais. Donc lui, il cuisinait très bien, c'est quelqu'un qui avait du réseau, c'est quelqu'un qui avait des idées. Et on était assez complémentaires hein, sur la Maison des Gourmands, donc sur Comme à la Maison. Et on a décidé de rebaptiser Comme à la Maison par la Maison des Gourmands parce qu'il y avait déjà des entreprises, bizarrement, qui s'appelaient Comme à la Maison. Et on l'a appelé la Maison des Gourmands parce que je suis une vorace. Hein. Je ne suis pas gourmande. Hein. Moi, je ne mange pas du bout des lèvres. Quand j'ai faim, je mange, j'ai faim à manger. Et là, on voit, alors, on va le voir tout à l'heure, il y a eu un événement grave qui a conduit finalement à la disparition de la Maison des Gourmands, mais ça, c'était un petit peu après cet événement, on va y revenir dans un instant. Oui. Et là, en l'occurrence, Tour des Yoles, bon, c'était quelque part un hommage à papa, non? Enfin, bon. Ben oui, parce que, en fait, le Inconsciemment. Inconsciemment, oui, et puis bon, puis il y avait de la demande aussi. C'était quand même une entreprise commerciale, donc on répondait à la demande. Et hein. on voit quelques menus, là, ça donne faim, hein? Ouais, en plus, ça, c'était même pas un menu très élaboré, c'était un menu Tour des Yoles. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on livre parce qu'il n'y a pas vraiment Il faut respecter la chaîne du froid, Bien sûr, ce qu'on ne peut pas faire sur un bateau. Ouais. Donc, il faut respecter les menus. Enfin, voilà, quoi. Donc, voilà. menu Tour des Yoles. Et puis il y a eu donc, c'était quelque temps avant ce menu Tour des Yoles, mais c'était déjà un petit peu la fin de la Maison des Gourmands. Il y a eu cet événement au François. Alors c'était vraiment localisé sur le François et un peu sur le Lamentin, une espèce de microclimat et des averses incessantes quasiment sur le François. Et là on voit donc une copie d'écran de RCI qui parle des conséquences en fait des inondations 7 mois après, et c'est ce fameux une espèce de raz-de-marée quoi qui avait submergé le François, et ton entreprise était malheureusement parmi les entreprises. Voilà, donc en fait le laboratoire était au François. J'habitais le François et sans signe avant-coureur. On a été inondés, mais c'était presque un tsunami en fait. Les baies vitrées ont explosé, le rideau, comment ça s'appelle Le rideau métallique. Le rideau métallique a explosé, les baies ont explosé, tout a été emporté. Mais enfin, c'était affreux. Hein. On a vraiment tout perdu. Même des tickets restaurants. Même des tickets restaurants, une boîte de thé. En tout cas, la personne qui a trouvé cette boîte-là, franchement, j'espère qu'elle a flotté. Et ça a été encore quelque chose d'assez pénible hein, à vivre parce que c'est une Donc c'était quoi? C'était 4-5 ans après la fermeture de l'AFPA, quelque part? Non, c'était 2 ans. Hein. 2 ans. C'était 2 ans. On n'a pas ouvert longtemps. Ouais.
On comprend mieux pourquoi tu parlais de résilience tout à l'heure. Hein. Voilà. Et puis je me suis dit, bon, tu sais, ma fille, l'eau, ça purifie. Hein. Donc, quel est le message derrière? Ouais. Donc, on a continué après la maison des gourmands. On a tout nettoyé. On a tout vraiment. On a racheté plein de trucs. Et puis, j'en ai eu assez. Ouais. Et puis, il y a eu ce contact avec la Guyane, une espèce de coup de foudre. Et tu te retrouves à la CCI Guyane. Raconte-nous. Alors, quand je suis arrivée en Guyane, j'étais censée avoir un job parce que j'étais pas. Enfin bon. Donc là, on est en 2019. Hein. Voilà, c'est ça. Donc j'étais allée voir mon frère David justement qui vit, enfin qui est en Guyanais. Alors, il s'est installé là-bas. Et c'était en février. Et moi, je lui dis, oh, j'adore. Moi, je suis là en août. Il me dit, oh, tu parles. Je lui dis, si, tu verras. Donc j'y suis retournée à Pâques, j'ai acheté du travail. J'ai trouvé du travail et donc me voilà partie en août avec mon conteneur, mon fils sous mon bras, ma mère de l'autre, enfin voilà, et je pars avec tout le monde en Guyane. Et 2 semaines après, la boîte qui m'a embauchée ferme. Je dis, mince. Ouais. J'ai dit, ah là, j'ai ri, tu vois. Je te promets. Hein. Ouais. J'ai éclaté de rire en me disant, va chère. Alors, la loi des séries. Ouais. On y va, on n'a pas peur, on continue. Qu'est-ce que tu sais faire à part la formation dont tu ne veux pas entendre parler? Je dis, bon, allez, je sais faire des pâtés, je sais faire plein de choses. Donc, je me suis dit, allez, je vais faire du portage de repas, on verra comment ça fonctionne, et puis je vais monter une entreprise. Un peu dans la foulée de la maison des gourmands. Un peu dans la foulée, pourquoi pas, aller nouveaux territoires, on tente des expériences nouvelles. Et puis donc, j'ai ouvert pas mal de zones de la Guyane, parce que les gens ne connaissaient pas le portage comme ça, de petit déjeuner. Ouais. Et puis en passant près de la CCI, enfin près de la chambre, le CFA. Centre de formation d'apprentis. Ouais. Le CFA de la CCI, je me dis, tiens, il faut que j'ai des commerciaux parce que là, je vais m'installer, je vais monter une entreprise. Donc je rencontre le directeur pédagogique de la chambre du CFA, pardon. Oui. À qui je demande des commerciaux. Donc on discute 2 heures pratiquement. Et je m'entends lui demander s'il cherche des profs. Il me dit, oui, je recherche des profs. Et je lui demande quel profil. Il me dit, vous. Je dis, moi. Il me dit, oui, parce qu'à travers la façon dont vous me parlez des compétences des commerciaux que vous recherchez, j'entends un référentiel pour commerciaux. J'entends des référentiels de compétences. Vous avez déjà lu un référentiel. Ouais. Donc, je lui ai parlé de mon background, etc. Il m'a dit, bon, envoyez-moi un CV. Le lendemain, je démarrais. Ouais. Voilà. Et ça a duré combien? 2 ans à peu près, c'est ça? Ça a duré 2 ans et ça a duré surtout pendant le confinement. Oui. Le confinement, on a été le département français le plus confiné, hein, puisque bon, la Guyane n'a pas de frontières, on le sait, hein, c'est des fleuves, etc. Donc les gens rentrent, ils sortent de la Guyane comme chez eux. Donc on nous a confinés, mais de façon très dure, très drastique. Et mais donc, en bonne résiliente, tu as saisi l'opportunité pour proposer quelque chose. J'ai saisi la balle au bon. Donc effectivement, écoute, je crois qu'on a été confinés 2 semaines après que j'ai commencé au CFA. Je me suis dit, ah ben non. Ah ben non. Et donc, branle-bas de combat, mon N+1 ne sait où donner de la tête, il appelait tout le monde, alors qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc moi, je ne suis pas référente des formations, donc moi, je ne bouge pas, on est en réunion pédagogique, en visio, et les référents ne bougent pas. Donc moi, j'appelle Michel Lancréo, mon N+1, et je lui dis, bon, écoute, si tu veux, je peux organiser la formation à distance. Et puis, comme ça, il y aura une continuité pédagogique, les étudiants pourront aller à l'examen. Il m'a dit, bon, on sait vous voyez à l'époque, écrivez-moi un projet. Donc, bon, j'avais pas de mérite. Hein. Je t'en lave pas. Donc, je pense que tout le monde était un peu perdu à ce moment-là, donc toutes les initiatives étaient bonnes à prendre. Hein. Eh bien, écoute, j'ai écrit donc, le projet de formation à distance. J'ai organisé la formation à distance. J'ai organisé les examens à distance. Je suis devenue référente après de 2 formations. Et puis, j'ai travaillé de façon très étroite avec Michel Lancréo, qui est aujourd'hui un ami que je salue, que j'embrasse, et son épouse également. Donc voilà. Et donc finalement, la formation est revenue à toi presque de façon naturelle. De façon naturelle. On va dire. Et aujourd'hui, donc tu diriges, on va voir un logo, et puis on va en parler dans la 3e partie, le logo de Biformation, Bi comme l'abeille. Comme l'abeille. Pourquoi ce choix? Pour les valeurs.
Hein, c'est une question de valeur. D'ailleurs, l'accroche, c'est biformation, rejoignez la ruche. D'accord? Donc, en fait, biformation, nous sommes une véritable ruche. Je n'en suis pas la reine. La reine, c'est la Martinique, en fait. Ouais. D'accord? Et donc, on œuvre tous, d'accord, chacun dans son coin, pour essayer de faire émerger quelque chose de beau ici en Martinique. Et on va voir dans la dernière partie que tu as choisi la même approche originale, innovante, que tu as toujours mise en œuvre depuis un certain temps. Et on va d'abord parler d'autre chose, c'est politique. On va parler de tes engagements, Betty. Alors, bon, il y en a eu plein, mais tu en as sélectionné quelques-uns. Ouais. On va commencer par le club OPI. On est en 2001, donc il y a 25 ans déjà. Raconte-nous ce que c'est que ce club OPI. Ah oui, 25 ans, ouais. 20 boulevard Allègre. Alors, le club OPI est à l'initiative de Luc Labonne. C'était bien 2001, hein, c'est ce que tu 2001, oui, 2001, tout à fait. 2001. En fait, c'est un club, c'était une boîte de nuit, qui faisait intervenir les artistes, donc en live. Ouais. On a été un petit peu les précurseurs, je crois, sur ça. Il y en avait, mais on avait vraiment un planning d'intervention des artistes, etc. Pas contre toute attente, parce qu'on savait que ça aurait fonctionné, mais très vite, ça a pris. Ça a pris parce que les Martiniquais ont trouvé leur endroit, les artistes étaient chez eux, et puis on proposait également des encas pays, donc de la soupe de pied. On va voir justement, on va voir, là ça aussi c'est alléchant. Hein. Ouais, soupe pied, chelou, migan fouille à pain, de l'eau coco. Donc la soupe pied, c'est Josette Labonne, la maman de Luc qui faisait, le chelou pareil, le migan, bon, la poussin, enfin voilà, donc que des choses locales à manger au pays. Et tu étais un petit peu dans ton élément, parce que tu retrouves à la fois le côté mélomane, hein, Tout à fait. ton goût pour la musique, avec un musicien, en l'occurrence Luc Labonne, et puis ce côté patrimonial de la cuisine, que tu avais sans doute déjà expérimenté à l'époque de la Maison des Gourmands. De la Maison des Gourmands, et puis avant ça avec mes grands-mères, bien sûr. Oui, bien sûr. Et donc voilà, donc la mayonnaise a pris, c'était... Et d'ailleurs, je me souviens que premier carême, après le carnaval, donc la Maison des Gourmands, on se dit, bon, alors on n'ouvre pas quand même, c'est le carême. Et puis Luc dit, mais on a une entreprise. La Maison des Gourmands ou le club au pays? Pardon, le club au pays. Oui. Le club au pays. Et Luc dit, mais non, mais on a une entreprise commerciale, on ouvre, et puis on verra. Vraiment, c'était rempli pendant tout le carême. Bon, on va voir comment Luc Labonne parle de Betty Réjon. Hein? On l'écoute. Bonjour à tous. Alors, s'il fallait que je parle d'Anne-Elisabeth Réjon, nous avons collaboré, nous avons travaillé sur quand même pas mal de projets sur ces dernières années et le souvenir que j'ai d'elle, c'est que c'était une femme brillante, intéressante, mais ce que je retiens surtout, c'est que c'était une personne extrêmement passionnée dans un des projets, donc le Club au Pays. Ça remonte de manière assez précise à 2001. Et 3 ou 4 ans plus tard, ça a été le cinéma Le Miroir au Rieur-Pré. Et Anne-Elisabeth m'a accompagné sur ces 2 projets. Et son analyse a toujours été très bonne. Mais je retiens surtout la passion qu'elle a dans ce qu'elle fait. Voilà. En tout cas, bonne chance à elle. Et puis, je sais qu'elle fait de la formation et je sais qu'elle le fera comme il faut. Tchébéred. Alors, Luc qui dit Anne-Elisabeth, il n'a pas dit Betty. Hein. Anne-Elisabeth. Donc, les Labonne m'appellent Anne-Elisabeth. Ouais. Voilà. Et il parlait du miroir. Alors, il y a eu... tu as repris le miroir avec Luc. Le miroir qui est l'ancien cinéma du Rieur-Pré. L'ancien cinéma du Rieur-Pré. Luc, originaire du Rieur-Pré. Et il a voulu, avec toi, relancer un petit peu cet établissement qui était mythique à l'époque. Absolument. Et puis, pour en faire une salle de spectacle. Ouais. Et il y a eu, entre autres, on va voir cette coupure de presse, Orlan, mais il y en a eu plein d'autres. Ah oui, alors en fait, c'est au Miroir que Max Rancé a fait son dernier spectacle, avec Atumo.
Ouais, avec le groupe Atumo. Et ah oui, il y a eu Jocelyne Biroir, Gertrude Sénin, il y en a eu Orlane, entre tellement, autres, et puis, Orlane, Est-ce voilà. que Jean-Philippe Martelly a eu Bien sûr. le temps de chanter? Enfin, il a pu, parce que l'expérience n'a pas duré très longtemps, l'expérience du miroir. Ça a dû durer quoi, 1 ou 2 ans, je ne sais plus. ouais. J'avoue que je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, c'était quelque chose de passionnant. Ouais. C'était Donc vraiment- après le club au pays, c'était voilà, un peu plus à la campagne, on va dire. Et Voilà. puis, Et surtout que parallèlement, moi, je travaillais parce Ouais. que j'étais à l'AFPA. Mhm. Donc, à l'époque du club au pays, ben, je travaillais la journée Ouais. et puis je faisais ma deuxième journée le soir, voilà. Et puis pareil pour le miroir. Donc le miroir, on était ouvert que le week-end. Ouais. Donc ça laissait le temps de programmer, aux gens de s'informer de ce qu'il y Ouais. aurait eu, enfin de ce qu'il y aura, voilà, ce qu'il y aurait eu, c'est ça, Ouais. c'est ce qu'on dit. On revient à Biformation. On a vu le logo tout à l'heure et on va voir que l'approche que tu as choisie pour proposer ces formations, c'est une approche à la fois très patrimoniale, très ancrée dans la Martinique, et puis aussi originale, parce que bon, fabriquer vos farines à partir de légumes locaux, voilà, fallait oser proposer une formation comme celle-là. Alors, oser, je ne sais pas s'il fallait oser, si c'est... C'est un pari, en fait. Tu ne sais pas si ça va fonctionner. Oui, c'est vrai que c'est un pari parce que c'est vrai qu'on parle du patrimoine, des légumes qui pourrissent au bord des routes, des fouilles à pain qui tombent, des fouilles à pain d'eau, etc. Mais qu'est-ce que les gens en font? Tu vois, c'est dommage. Donc, avec un ancien collègue guyanais, justement, j'ai décidé qu'on ferait cette formation-là parce que il a inventé une méthode qu'il a déposée pour transformer les légumes en farine. Donc, je l'ai fait rentrer de Guyane et on a proposé cette formation aux entreprises et aux particuliers également. Ça a bien fonctionné? Très bien. C'était rempli, mais là, donc 25 et 26 novembre, ou 20, donc c'était 2 jours. Hein. Donc ces 2 sessions-là étaient remplies, on a dû en faire d'autres après. Voilà. Et puis, alors dans un registre complètement différent, et très récemment, il y a eu une formation de ventriloquie. Autrement dit, apprendre à parler avec son ventre sans forcément bouger les lèvres. On va écouter ce que dit Régine Féline, bien connue, qui a été parmi les stagiaires de cette formation. Bonjour, moi je suis Chouchou. Bien oui, je sais, tu es Chouchou. Alors qu'est-ce que je tiens à leur dire? Ah oui, tu es content, c'est la fin de l'année, tu vas passer à la casserole. Oui, tu vas passer à la casserole. Ça va, tu es content? Oui, je suis content. Ah bon, moi aussi, je suis trop content. Allez, bisous. Voilà, très intéressant, très original, donc je le disais. Alors, cette formation a très bien fonctionné. Alors, c'était plutôt une formation pour des artistes? Oui. Alors, en fait, cette formation, on l'a proposée ici grâce à Régine. Régine Féline, qui m'a demandé si je ne voulais pas l'organiser parce qu'elle avait été initiée en Suisse et ça lui avait tellement plu et elle m'a convaincue parce qu'il y a des choses à faire. Les artistes vraiment ont eu besoin de ça. C'est un souffle nouveau. Hein. Personne ne nous attendait là, hein, tu vois. Et d'ailleurs, quand on a dit qu'on organisait une formation en ventriloquie en Martinique, on nous a regardé bizarrement. Donc, grâce à l'Atrium, qui nous a vraiment soutenus, qui nous a donc offert une salle de formation, qui a logé les formateurs qu'on a fait venir, et puis l'association Le Camp, le Carbet des artistes, voilà, avec leur soutien et leur partenariat, on a pu mettre en place cette formation. Et d'ailleurs, Philippe Bossard, je tiens à en parler parce que c'est le formateur, c'est un ventriloque reconnu sur le plan européen. Il n'aime pas qu'on dise sur le plan international, il est modeste, mais tant pis pour c'est vrai. Donc il est rentré et donc en mai prochain, Philippe va revenir pour une autre formation initiale et cette fois il sera accompagné de Maria Molina qui est metteuse en scène. Donc on fera une formation initiale et puis une formation de perfectionnement
pour le groupe Ouais. d'origine qui s'est formé en octobre dernier. Et à l'issue de cette formation, enfin de cette semaine de formation, ils vont se produire en spectacle avec Philippe. Ouais. Voilà. Il y a la ventriloquie, mais il faut aussi savoir manipuler les personnages. Alors, on a connu un célèbre ventriloque avec Tatayo ou quelque chose comme ça, enfin, il me semble. Là, c'est en l'occurrence un petit cochon, mais je suppose qu'il faut apprendre à manipuler aussi les personnages. Enfin, Alors, le personnage, quand tu fais de la ventriloquie, tu peux choisir n'importe quel objet de projection. Ouais. Tu vois, ça peut être là, en l'occurrence, une mascotte comme Chucho, la mascotte d'origine. Ouais. Mais dans le groupe, il y a des artistes qui venaient ventriloquer et qui avaient comme objet de projection Ouais. autre chose. Tu vois, ça peut être un verre, Ouais. ça peut être même le vent. Tu vois. Ça va être quoi la prochaine formation surprenante et innovante de Biformation? Alors, il y en aura. C'est vrai qu'on a de très, très, très grands projets pour 2026 et 2027 parce qu'on programme quand même sur 2 ans. Mais Ça reste secret ah pour oui, le moment. pour l'instant. Alors, c'est pas Ouais. secret parce qu'il y a des gens qui savent. Hein. Ouais. Le meilleur secret, c'est celui que tu ne dévoiles pas. Il y a des personnes qui travaillent justement sur ces projets-là. Mais voilà, je reviendrai en parler. Merci beaucoup Betty et bravo pour cette innovation incessante en fait et puis cette capacité que tu as eu à rebondir en permanence, la résilience après des moments parfois difficiles. Je pense qu'on va te revoir bientôt, je crois, sur Zitata. Il y a d'autres émissions de prévues. On va en reparler. Merci beaucoup Anne-Elisabeth. Merci de m'avoir reçu et ça a été vraiment une expérience très belle. Et très heureux de voir comment une de mes anciennes étudiantes a fait ce parcours, mais il y en a beaucoup qui ont réussi. Tous ceux qui sont passés par le BTS Communication ont plutôt fait un parcours intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Zitata. N'oubliez pas YouTube, Instagram, Facebook et puis même TikTok, je crois. Voilà. Vous retrouvez tous nos programmes et nos reels, comme on dit maintenant. À bientôt, bonne soirée, bonne journée.